On est en direct. Allons-y. On est en direct, ça tombe bien. Ce n'est pas une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même, et que ce serait, pour le coup, insincère. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc, je ne prévois rien. Donc voilà, je veux simplement vous dire ça, mais moi, il y a un point qui me... Donc, ça, c'était notre copain, le très viril Macron, qui prévoit des choses dans le futur, éventualité. Ouais. En fait, il y a quand même il y a les prévisions de Macron, et puis, en fait, on va dire que bon, il y a des prévisions un petit peu antérieures dont on ne parle pas, mais que peut-être le barman va nous mettre en live, et puis on va partir, histoire de mettre de l'ambiance, quoi. On va peut-être commencer par une pièce archéologique. Ouais. Très connue, il fut un temps. Donc, écoute, barman, ambianceur, envoie donc la pierre de 7 à nos amis. Voilà. Alors, la pierre de 7. Vous savez pas ce que c'est, la pierre de 7, monsieur? Pierre, raconte la pierre de 7. Ben, je vois là que ce qui est écrit ici, ça va être plus simple, parce que ça, c'est... Adam avait prédit un cataclysme universel occasionné d'une part par un feu violent et de l'autre par un déluge d'eau. Ils élevèrent 2 stèles, l'une de briques et l'autre de pierre. Ils gravèrent sur toutes les deux les connaissances qu'ils avaient acquises au cas où la stèle de briques disparaîtrait dans le déluge. Celle de pierre serait là pour enseigner aux hommes ce qu'ils avaient consigné et témoignerait qu'ils avaient également construit une stèle de briques. Elle existe encore aujourd'hui dans le pays de Syria. Mais ça, c'est Flavius le Joseph. C'est donc là Flavius Joseph, donc, qui a écrit ce qu'on appelle les Antiquités juives, notamment la prise de Jérusalem, où tous les catholiques avaient eu le soin à l'époque, ils avaient un petit peu plus la lumière à tous les étages de sortir de Jérusalem avant que Titus le massacre. Donc vous avez un historien de l'Antiquité qui est bien plus pessimiste que nous au bistrot de l'Apocalypse, puisqu'il vous dit vous serez détruits une fois par l'eau, une fois par le feu. Bon, il semble qu'il y a des gens qui doutent encore un petit peu qu'il y ait eu un déluge. Bon, on les renvoie vers les archives oubliées. Je crois que le barman les a mis dans dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Voilà. Je crois qu'elle y est. Elle y est, je pense qu'elle y est. On va essayer un peu à tout le monde. Donc, cette pierre de 7 nous dit que 7, qui était le fils d'Adam, si j'ai bonne mémoire, c'est bon, Caïn, Abel, il y a une embrouille, là, ça se termine mal. Et puis donc Adam, il se dit oh là là, je vais faire un peu plus de gosses, quoi. Voilà, et donc il a eu 7, quoi. Et 7, bon, après il y a la lignée, et puis on leur a mis la Bible en ligne. Allez sur la. Et vous verrez l'histoire. Donc 7 nous a dit, enfin c'est quand même assez curieux quand même, parce qu'il nous dit, vous serez détruits une fois par l'eau, par le feu. Et Flavius Joseph parle d'une pièce archéologique que tout le monde connaît normalement en son temps et peut vérifier. Donc il ne craint pas à aucun moment d'être contrarié en citant cette pièce archéologique que tout le monde peut voir. Donc en ce moment, il y a un petit problème, il y a pas mal de gens qui sont inquiets de ce qui va arriver. Moi, personnellement, je pense que Macron, il a dû avoir un petit peu un briefing. Donc, il veut faire croire. C'est le propre un peu du genre masculin. C'est-à-dire, il veut toujours faire croire qu'il en sait plus pour faire croire qu'il est décidant. Macron décide rien. Macron, quand même. Marionnette, comme toutes les autres. Marionnette, à qui on lui a dit voilà, tu as un rôle à jouer, et à un moment donné, il va se passer quelque chose dans les derniers mois de ton truc là, et mais il sait pas.
Lui, il sait pas. Il sait qu'il va se passer quelque chose dans les derniers mois, ce qui nous inquiète un peu, et l'Ukraine nous tombe sur la gueule. Bon, aux surprises, il semblerait. Attends, je cherche l'endroit, là, je n'ai pas réglé la caméra. On entend la chaise, là. Bonjour à la chaise. Et aux surprises, Macron est un prophète. Il savait que les derniers mois, parce que nous, on était restés, Pierre, avec les camions, on pensait que ça allait changer le monde. Oui, mais contre toute attente, là. Changement brusquement, comme ça, puis là, c'est fini les klaxons. Puis ça a servi à quoi? Je ne sais pas, mais le timing, là, c'est fini ça, puis là, c'est l'Ukraine. Ouais. Fait que ceux qui klaxonnaient la semaine passée, présentement, ben là, ils prennent soit pour l'Ukraine ou soit pour la Russie. C'est comme un match de football. Bah, il n'y a pas longtemps, ils étaient. Alors, on a eu je sauve des vies, je reste chez moi. Ouais. Je suis de Paris, je suis Charlie. Je crois qu'au Québec, vous avez je suis quelque chose un peu aussi. Vous en avez quelques-uns, je suis quelque chose. Je me souviens, ça c'est notre devise, là. Je me souviens de rien. C'est ça qu'il devrait ajouter, là, mais c'est la devise québécoise. Je me souviens. Alors, bah oui, il se passe quelque chose quand même. Et les gens maintenant voudraient qu'on leur dise quand aura lieu ou est-ce que ça aura lieu. Voilà, la question est là. Est-ce que Poutine, machin. Bon, nous, au bistrot de l'Apocalypse, on avait fait des briefings et au moment où Micron Ier allait parler sur la grande table parce qu'il n'avait pas voulu faire un test PCR, Macron il n'a pas voulu faire un test. On doit nous en faire un dès qu'on va acheter un chewing-gum, mais Macron, lui, il va parler avec Poutine pour lui expliquer la vérité sans faire un test PCR. Donc Poutine a choisi une table un peu longue là et à regarder le carnaval, quoi. Le carnaval, c'est Micron qui arrive avec le mec habillé, je sais pas, ça va être Jean-Paul Gaultier qui a fait le costume. Moi, de mon temps, c'était les costumes sont de Donald Caldwell, les décors sont de Roger Hart et c'est au théâtre ce soir. Mais c'est même plus au théâtre ce soir, c'est le président de la République, là, les gars. Et il arrive avec un clown expliquer à Poutine que, attention, faut être gentil. Mais. Ouais, d'ailleurs, on a une petite image ici. Non, mais c'est pas possible. C'est pas humain. C'est pas humain. Parce que le pire dans tout ça, c'est que s'il y a des élections, moi je sais pas, je suis pas prophète, hein, mais je vous certifie que vous reprenez du Macron pour 5 ans. Alors que, bon, on comprend, nous, que Macron soit pour Zelensky, parce que si vous regardez Zelensky du temps où il était dans le showbiz, en talon il l'a encore. Moi, je crois qu'il l'a encore. Je dis ça comme ça. Il est encore dans le showbiz? Ouais. C'est le plus haut du showbiz. Là, tu es vraiment dans la pièce de théâtre numéro 1. Donc, Zelensky, en tenue de cuir, en drag queen, et vous me dites que c'est ce mec-là qui va arrêter les hordes sauvages des steppes de l'Asie centrale. Ouais. On croit rêver. Mais c'est parce que, qu'est-ce que je retiens, moi, c'est que là, c'est dans la pièce de théâtre, je vais appeler ça une pièce de théâtre, là. Tu sais, tu as toujours un bon et un méchant. Puis là, selon l'optique que le monde prenne, c'est soit Poutine, c'est le gentil pour les catholiques ou les nationalistes. Lui, c'est le gentil, le rôle du gentil. Puis l'autre, c'est le gros méchant jouet des Américains. On va dire ça comme ça, les anglo-saxons. Alors, dans cette pantomime qui est jouée d'avance, puisque si vous imaginez que c'est Macron qui savait qu'il allait déclarer la guerre à Poutine. Macron, lui, il attend qu'on lui donne le prompteur. Voilà, il lit dans le prompteur et il dit ce qu'on lui dit de dire, c'est tout. De temps en temps, on lui dit bon, prépare-toi, ça va fumer, mais il sait rien. Le problème,
c'est qu'en face, on a un certain Poutine. Alors, le vrai problème, c'est que, en fait, là-dedans, il n'y a pas de gentil. Je veux dire, il n'y a pas de gentil. Quand je vois un catholique chanter l'hymne russe, c'est comme quand je vois un catholique chanter la Marseillaise, ou nous mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Ah, tu prends tes lunettes, tu dis, attends, qu'est-ce que c'est celui-là? Mais d'où vous me l'avez sorti, celui-là? Donc, en fait, nous, au bistrot de l'Apocalypse, on tient à vous dire de suite, mais là, sans discussion, à l'unanimité absolue, je crois, Pierre, ils sont tous méchants. Ben, c'est triste, là, mais je crois que c'est le cas. Là. Alors, mais ça, le monde n'aime pas ça entendre ça. Là. C'est tous des méchants. Et pour savoir qui joue dans cette comédie, on vous a mis en bas le discours complet de Poutine avant qu'il aille faire le ménage qui était décidé quand il a reçu Macron. Vous imaginez que quand il a reçu Macron, qu'il a écouté, que Macron a fait son cirque, mais les plans étaient déjà établis. Bon, mais à culpa, moi je pensais qu'il attaquerait qu'il s'arrêterait sur la partie séparatiste, quoi. Je pensais pas qu'il irait plus loin. Bon, j'ai toujours écrit, donc au moins j'ai l'avantage. Et au fur et à mesure, on charge sur notre bibliothèque de l'Apocalypse, parce que vous savez, il y a des gens voudraient pas trop lire ce qu'ils ont écrit il y a longtemps. Bon, moi, j'ai toujours dit, de toute façon, Poutine, c'est lui qui enverra une bombe atomique sur Paris. Voilà, lors de la Troisième Guerre mondiale. Alors, je l'ai dit, il y a plus de 20 ans, un certain Jacques Delacroix, qui est censé informer les gens, j'ai dit clairement, quand il m'a dit, mais c'est qui ce Poutine? Ben, j'ai dit, lui, c'est lui qui appuiera sur le bouton rouge. Ah, alors, peut-être qu'il faut se demander comment on peut en arriver dans des situations comme ça par hasard. Vraiment par hasard. Mais vraiment par hasard. Êtes-vous bien sûr que ce soit par hasard? Parce que les penseurs, les vendeurs d'analyse, etc., peuvent dire, par exemple, j'écoutais un capitaine, je ne sais pas quoi, un mec intelligent, oui, effectivement, par exemple, si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, la Troisième Guerre mondiale aurait déjà commencé. Voilà, ça serait commencé. Donc, maintenant, on peut juste se féliciter que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN. On peut se rappeler. On peut parler de Brzezinski vite fait, parce que c'est directement lié à ça dans son livre Le Grand Échiquier, là, qui est disponible dans la bibliothèque. Là. Ben, tout ça, il en parle en 1997. Mais bon, c'est pas relié à ce qui se passe présentement. Je vais juste dire ça. Ben oui, non, mais il faut dire que non, c'est Brzezinski, ce visage merveilleux que le barman va nous envoyer, j'en suis sûr. Ouais. Oh, Brzezinski quand même. Allons, barman, envoie-moi. Ça, c'est pas les Walking Dead, c'est pas un film de zombies, c'est un regard empreint d'amour d'un autre prophète. Là. Voilà, c'est Zygmunt Brzezinski qui vous a expliqué, donc il y a plus de 25 ans, qu'ils allaient foutre la merde en Ukraine. Hein? Mais, et puis qui avait dit à la même époque, tiens, il nous faudrait un nouveau Pearl Harbor. Donc avant 2001 aussi, hein. Faut rappeler tout. Hein. Donc pour mettre en place le nouvel ordre mondial, hein, nouvel ordre mondial, NOM, que celui qui a de l'esprit comprenne ou voit le nom de la bête. On nous explique donc qu'on risque une troisième guerre mondiale en Ukraine.
Alors, Attali vient de le dire. Tout le monde vous dit... Ah, donc, les mecs, ils ont peur. Ils ont peur. Ah ben, est-ce qu'elle a commencé? Ah. Vaste sujet. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale a commencé? Moi, je dirais que la Troisième Guerre mondiale est juste la suite de la Deuxième et de la Première. Comment la Première a commencé? Bon, pour la antépénième fois, je me retrouve obligé de ressortir ce qu'écrivait Papus, alias Dr Ancos, dans sa revue Mysteria, que vous n'avez pas dans vos bibliothèques, qui est pour un public réservé, d'initiés, mais que, vu que ça a été écrit en avril 1914, donc imaginez en avril 1914 que pouvaient penser les gens à ce moment-là. Oh, certainement pas que le monde, il peut y avoir un complot mondial, c'est pas possible. Un complot mondial, parler de ça en 1914, non, personne n'y croyait. Alors je vais vous le citer. Et je vous demande la plus grande attention. Tout groupe social, comme tout être humain, a des organes visibles et invisibles. Pendant que les lois actuelles sont appliquées, d'autres lois s'élaborent en secret quelque part. Prenez la dialectique, c'est-à-dire que celles qu'on applique aujourd'hui ont été décidées avant quelque part. Mais où? Mais où? À côté de la politique nationale de chaque État, il existe des organismes peu connus de la politique internationale. 1914, aujourd'hui. La disparition de l'Autriche-Hongrie et la constitution des États-Unis d'Europe, après l'écrasement définitif de la féodalité militariste, les Prussiens, l'Allemagne, sont des problèmes qui se posent dans ces conseils internationaux auxquels prennent part, non pas des politiciens de carrière ou des ambassadeurs galonnés, mais quelques hommes modestes, inconnus, quelques grands financiers supérieurs. Par leur conception large des actions sociales. Les actions sociales des financiers, les gars, je ne vais pas faire l'affront d'expliquer le panorama aujourd'hui. Donc, aux politiciens orgueilleux qui se figurent une fois ministres éphémères gouverner le monde. Alors là, de l'autre côté, vous avez Macron, Biden, peut-être même Poutine aussi. Parce que qui est le maître du jeu dans cette affaire? Qui dirige le monde? Qui donne les ordres? Vous savez, dans un monde où vous avez des gens qui se disent catholiques et qui croient que le diable n'existe pas, qui se disent catholiques et qui ne savent pas comment fonctionne le diable, qui se disent catholiques et qui peuvent reprocher à quelqu'un de faire tomber les faux-nez de ceux qui servent le diable, de ceux qui se disent catholiques et qui me demandent de chanter la Marseillaise, de ceux qui se disent catholiques et qui me demandent d'aller voter, de ceux qui se disent catholiques et qui veulent me faire bouffer la haine antisémitique, qui veulent me faire bouffer la saloperie du nationalisme qui les a cocufiés
hein, avec Maurras, hein, et l'Action française. Et je suis bien passé pour en parler parce que ma famille a été dans l'Action française. Hein. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est les cocus de l'histoire, comptez pas sur moi pour aller vous parler de Le Pen ou Zemmour. Pitié, laissez ça à ceux qui ont le nom de vivants mais qui sont morts, comme disait Saint Jean, pour l'amour du ciel. Alors donc, on va parler un peu de l'Ukraine, si vous voulez qu'on en parle. Et puis, ça va nous obliger également à s'en coltiner un dans pas longtemps qui voudrait nous insuffler la haine raciale, le nationalisme, l'antisémitisme, et qui raconte, à qui veut l'entendre, l'histoire des Khazars. Et oui, parce que comment on va pouvoir vous parler de l'Ukraine en oubliant de signaler au hasard que les premiers qui ont fédéré cet endroit ont été les Khazars et qu'ils se sont fait déloger par les Varegs. Là. Et là, on se trouve en face de gens qui vont vous dire que les Juifs sont des Juifs et que le Juif, il est pas bon. Vous n'avez pas un exemple là, sous la main, là, d'un clown là, qui veut nous faire voter? Vous n'avez pas un clown là, sous la main, qui veut nous faire voter, qui veut nous rendre antisémites, haineux, nous faire croire? On va le mettre. Comment? Que vous allez me le coller, celui-là? Ah. Un rappel historique sur cette fable des Khazars. Elle a été inventée par deux juifs, Arthur Koestler dans son livre Le Zéro ou l'Infini, et quelques années plus tard, même plusieurs années plus tard, par un autre juif, dit-on converti, sans doute pour assurer, Benjamin Friedman, dans son opuscule L'histoire des faux Hébreux, les Khazars. Leur thèse est toute simple. Les reproches que l'on fait depuis des siècles aux Juifs sont injustes, car ce ne seraient pas les Juifs les responsables, mais les Khazars. Seuls de vrais descendants du peuple dit élu, déchu, peuvent avoir cette haine virulente que l'on retrouve dans le Talmud. Pas des convertis. Alors là, mon cher Ploncard d'Assac, je vais vous faire la charité de la vérité, et en cela, même, je vais faire tomber votre phoné pour faire plaisir. Un pote là, Johan Livernet, je ne sais pas s'il me regarde, je trouve que de temps en temps, il oublie que si on veut se battre avec l'ennemi, je l'ai vu avec du mouche, j'ai eu grande peine. Alors, je l'ai vu avec un certain Ploncard d'Assac, fils de Jacques Ploncard d'Assac, qui était un très bon. Alors, mon cher monsieur Ploncard d'Assac, permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas Arthur Koestler, pas plus que c'est Israël Chamy, pas plus que c'est Marek Alter, pas plus que c'est Benjamin Friedman qui a inventé ce que vous appelez une fable. Mais, mon cher Ploncard d'Assac, dans cette vidéo qu'on entend, vous accusez Liesi de raconter des fables à propos des Khazars. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Ce n'est pas Liesi. Non, non, non. C'est moi. C'est moi qui me suis occupé en sous-main à faire prendre ce livre de Friedman. Vous le voyez, monsieur Ploncard d'Assac,
il n'y a pas écrit Liesi, il n'y a rien d'écrit comme ça. Vous voyez, ce livre de Benjamin Friedman. Pourquoi je l'ai fait rééditer? Déjà, ce que vous appelez la fable des Khazars, on la retrouve dans l'histoire universelle de l'Église, qui date non pas d'Arthur Koestler, ni de Friedman, ni de Marek Alter, ni d'Israël Shamir, et un autre que vous avez oublié également, qui s'appelle Dunlop. Voilà. Non, je vous parle de l'histoire universelle de l'Église. Je crois qu'on a le tome, la page, moi j'ai pas ça sous la main. Quoi, c'est tome 18? Tome 18, on l'a pas mis de côté, ça? Tome 18, page 347. Et qu'est-ce qui dit l'histoire universelle de l'Église, qui constate que c'est une histoire qui raconte ce qui se passe? Édition de 1836. On a mis à tout le monde à disposition l'histoire universelle de l'Église pour ne pas asseoir à supporter ces histrions, hein, et pour que vous regardiez une version très simple. Donc, l'histoire universelle de l'Église cite les Khazars comme un peuple judaïsant et empreint de mahométisme, et parce que c'est jamais exactement comme ça, vous savez, il y en a, c'est des idolâtres qui en fait, par opportunisme, par excitation de leur roi Bulan, ou par raison politique, mais on oublie peut-être ce que valait la raison politique en ce temps-là. En ce temps-là, la raison politique faisait qu'on épousait, vous l'avez vu dans toute l'histoire de France, des gens, etc. Et donc l'histoire universelle de l'Église en 1836 savait très bien que les Khazars avaient existé, qu'ils étaient judaïsants, turcomans, et peut-être que Pierre, tu te rappelles un peu toute l'histoire de nos chers amis Khazars. Les melting pot de l'Ukraine. Ah oui. Parce que avant les Khazars, alors là, c'est parce que Zelensky veut nous expliquer que c'est un peuple, l'Ukraine. Ouais. Alors, l'histoire universelle de l'Église nous dit que c'est des Turcomans, etc. Mais avant l'Ukraine, tu te rappelles plus? Ah, Pierre. Bulgares, des Mongols, Finnois-Hongrois, des Varegs, Scandinaves, Tatars, Alouettes. Jusqu'au moment où les Khazars ont réussi à faire à peu près la Khazarie, le royaume de Khazarie, qui a duré quelques siècles, qui s'est retrouvé d'un côté avec Constantinople et de l'autre avec l'islam et les Turcomans, et qui a dit, les gars, nous, on est judaïsants. On est judaïsants, donc... Bon, ils ont regardé le Talmud, qui à la limite, ils se sont dit, et c'est pas idiot de se dire ça, de dire, oh, finalement, si je suis talmudiste, les catholiques verront que je leur ressemble un peu. C'est l'œcuménisme de ce temps, hein, parce que les gens sont scandalisés que c'est plus existé il y a 1000 ans. Mais vous savez, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au Vatican, c'est la même histoire. Le gars, il a dit, moi, je suis judaïsant, donc... je suis cousin germain avec les Mahométans et je suis le frère aîné moi, j'ai rejoint la racine, le tronc, la branche. Je vous prépare un discours sur l'Ancien, le Nouveau Testament, les racines, le tronc, l'arbre, les fruits. Donc, en 1836, on n'a même pas daigné en faire un long discours dans l'histoire universelle de l'Église, puisque nous, ce qui nous a intéressé, c'est leur conversion au christianisme, qui est devenu l'orthodoxie après. Et pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, donc ça n'a pas duré 1 an ou 2 ans. Le royaume de Khazarie,
il a duré 4 siècles, je crois, à peu près. Ouais. Ça s'est terminé en 836. C'est l'apogée, 836. Après, il Ouais, décline. l'apogée. Ben, c'est Saint-Cyril qui les a convertis juste petit à côté pour l'écriture cyrillique de l'Ukraine et de la Russie. C'est directement lié à ça. Donc, le passé touche le présent, juste en passant. Tiens, on va vous servir une petite anecdote encore, puisque là, les gens qui nous parlent de l'Ukraine, vous avez l'histoire de l'Ukraine par Poutine, qui lui commence à la révolution russe. Mais est-ce que vous savez au moins que la première fois qu'a existé une république ukrainienne, c'est marrant, c'est en 1917. C'est en 1917. Ouais. Quand il y a eu. Avant, ça n'a jamais existé en tant qu'État. Ça a été, après les Varegs, ça a été sous domination polonaise, ça a été sous domination de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ça a été longtemps, bon, quand les Varegs ont pris, c'est devenu ce qu'on appelle le russe, je ne sais plus quoi, là. Les organisations territoriales s'appelaient des oblats. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment ils appellent ça, la République de Donetsk, de Lugansk, ben mettez le mot oblat, et puis il n'y a rien de neuf. Donc, ces Khazars, qui sont pris quand même une sacrée pâtée, parce qu'il faut quand même savoir que les Varegs, au départ, c'est des Vikings du Nord, là-haut, là, mais ils ne sont pas nombreux, les gars. Ouh là là, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont belliqueux quand même. Il ne faut pas oublier l'histoire. Ils sont belliqueux. Et donc, bah, ils prennent quelle ville aux Varegs? Kiev. Kiev. Oh, quelle surprise. Ils prennent Kiev. Mais il semblerait quand même, donc, comme nous dit Ploncard d'Assac, lui, il dit, non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les Juifs, si on écoute ce qu'il dit, ont pratiquement éradiqué les Khazars historiques, ont pris leur place, et en fait, ce ne sont pas des Khazars qui se sont convertis, ce sont des Juifs qui ont éradiqué les Khazars, et donc les Khazars sont pas, c'est des Juifs, ils veulent absolument la race, ils veulent que les Khazars, c'est difficilement discutable que les Juifs, le mot me fait beaucoup rire, parce que les gens ont dû oublier que sur la croix du Christ, il y avait écrit Yeshua Nazaréen Rex Iudeorum. Et Iudeorum, ça ne veut pas dire roi des Juifs, ça veut dire des Judéens ou du peuple de Judée. Ou alors, je suis un âne batté en latin, mais pas des Juifs, quand même. Allons, monsieur Ploncard d'Assac, vous utilisez le mot juif et vous êtes historien. Et vous ne savez pas que le Dieu que vous prétendez honorer n'était que roi des Judéens, pas des Juifs quand même. Allons. Oh, des historiens comme ça. Et donc, selon M. Ploncard d'Assac, les Khazars sont des Juifs de sang. Et on la haine automatiquement. Bien sûr, il y a des chapitres douloureux avec nos frères aînés, nos chers amis juifs, bien sûr qu'il y a des chapitres douloureux. Mais monsieur Ploncard d'Assac, c'est vous qui me demandez d'aller voter. Démocratie. Je ne sais pas quoi dans vos histoires. Moi, ma came, c'est plutôt Tertullien. La défense contre les gentils. Je vous conseille de la lire. Ça vous expliquera comment un catholique, un chrétien en ce temps-là, doit se comporter quand il vit au milieu de Rome, des Césars et des idolâtres. Il n'est pas idolâtre qui on croit. Alors, moi, sincèrement, et je vous le dis parce que plusieurs fois vous avez voulu me piéger dans des conférences, etc., je considère un antisémite comme un abruti absolu. Voilà, au moins c'est clair.
et on n'en parle plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous parlais d'un livre, là. Voilà, ça s'appelle Roger Perfit, Les Juifs, édité chez Flammarion. Pas de sphère complotiste. Et mon cher Ploncard Dussac, je me permets un petit moment de lecture délicieux. Le 1er janvier 1963, fête de la circoncision de notre Seigneur, le général de Gaulle ne pensait sans doute pas à ses ancêtres, les Juifs kolbes. Le chancelier Adenauer à ses ancêtres, les Juifs Adenauer. Le président de la République italienne à ses ancêtres, les Juifs Segni. Le roi de Suède à ses ancêtres, les demi-juifs Bernadotte. Roi d'Italie à ses ancêtres maternels, les Juifs Negoce. L'archiduc de Habsbourg, Kennedy, Fidel Castro, Franco, Salazar. Allez, c'est ma tournée. Votez, braves gens. Bientôt, vous allez voter devant des mecs qui étaient, il y a 3/4 d'heure, tous au garde à vous à Colombey. Vous voyez? Je ne suis pas antisémite, moi. Moi, personnellement, je juge factuellement le général de Gaulle, mais qu'il soit juif, ça ne me gêne pas. Je ne vais pas dénigrer ce qu'il a fait de bien. Je vais juste dénoncer ce qu'il a fait de mal. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez comprendre ce qu'il a fait de mal, on vous a mis à disposition, dans la bibliothèque de l'Apocalypse, la bataille préliminaire de Jean Vaquier. Alors, vous savez quoi? Vous la lisez 5 fois. Et si, quand vous l'avez lu 5 fois, vous allez encore une fois voter, peut-être que Saint Jean pensait à vous dans son exorde sur les temps qu'on vit, l'église de Sardes. Il dit: tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Mort. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Vous voyez ça? Ça vous fait pas peur? Donc, pour en terminer, j'avais envie, mon cher, parce que on nous reproche, on lit un peu les commentaires. On ne devrait pas lire les commentaires. On nous reproche, nous, de manquer d'humour, les catholiques, ou de ne pas être ceci, ou de ne pas être cela. Donc, mon cher Planclard d'Assac, vous êtes historien. Ça tombe bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que vous traînez du côté de Tello Marcius, là. Ça vous dit quelque chose, Plancard? Tello Marcius. Tello Marcius. Oh, le quartier de Bosagne. Je vais te le lire dans la langue du coin, parce que tu es en Provence, Plancard d'Assac. Et je crois que tu n'as même pas compris dans quel pays tu vis. Et tu veux m'expliquer comment était la Khazarie. Tu veux m'expliquer qu'il faut être antisémite, qu'il faut être nationaliste, qu'il faut voter. Imbécile que tu es de Plancard d'Assac. Alors, je te rappelle que là-bas, tu es dans le pays de Pagnol. Tu es dans le pays où il y a une place qui s'appelle la place Murer. Murer, c'est Jules Rému, mon brave ami. Alors, je vais te raconter une petite histoire. J'ai pas besoin de tes salades d'antisémites imbéciles. Tu crois que mes chers amis juifs, oh, comment? Je te le fais à la Hanouna, si tu veux. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé un jour à Jacob. Un jour, il envoie son fils Joseph rejoindre ses frères qui font paître le petit bétail. Tu la connais, celle-là? Et les mecs, les frères, il en a 11, hein. Ils discutent pour le zigouiller, le tuer. Oh là là,
Il y en a deux qui sont prêts à le tuer, Simon et Gad. Hein? Oh, Joseph, oulala, il se planque, il se met derrière Zabulon comme ça, et il le supplie de ne pas le tuer. Je vous raconte une histoire de famille, quand même, que vous devez vous rappeler. Elle est pas belle, l'histoire, dans les familles, comme on dit chez nous. Vous vous rappelez quand Rému, il dit dans La fille du puisatier, eh ben, elle est bien vilaine, cette histoire. Et certainement que je vais pas la raconter. Parce que moi, je le sais depuis longtemps, qu'il faut se méfier des géants qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Alors, mon petit Plancard d'Assac, avant de me vendre ta haine antisémite, tu vas me faire le plaisir de lire l'histoire de Jacob et de ses frères, parce que je te rappellerai que même quand ils ont vendu leurs propres frères, entre frères, ils se sont arnaqués sur le butin. D'accord? Et tu veux me raconter ce que c'est l'antisémitisme? C'est une histoire vieille comme le monde. C'est une histoire de famille. Et eux, peut-être que nos amis juifs, elle est pas belle l'histoire. Mais chez nous, entre catholiques, elle vaut pas plus cher. Parce que peut-être que eux, ils ont ils ont pas reconnu le Messie. Mais nous, on l'a connu et on l'a trahi avec des gens qui disent des conneries comme ça. Parce que chez les catholiques, vous voulez les reconnaître, les vrais. C'est pas compliqué. C'est la foi, l'espérance et la charité. Et la charité de la vérité, mon cher Plancard d'Assac. D'accord? Alors, si des fois, il y en a encore qui veulent revenir dans nos fils, nous vendre du Poutine et de l'hymne russe, hein, du nationalisme, à la sauce Zemmour, Le Pen, et j'en passe, qui veulent nous vendre des camions qui klaxonnent, qui veulent nous vendre des Charlie, hein, ou alors qui veulent nous vendre du Bataclan, où les gens sont allés écouter un concert où on écoutait en introduction Kiss for the Devil. Eh bien, nous, on vous dit, nous, au bistrot de l'Apocalypse, en toute charité chrétienne, vous devriez avoir un petit instant de méfiance. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ça peut mal finir. Et dans un précédent bistrot, on vous a prévenu quand même qu'il y avait une pièce archéologique qui se trouvait certainement sous le mausolée de Lénine. Ça s'appelle le trône de Satan. Mais le trône de Satan, lui, l'Apocalypse, il en parle. Il en parle du trône de Satan. Il en parle d'une guerre qui va détruire les gens par le feu. Alors, ça va mal en Ukraine. Ça va très mal. Si tu es chrétien, tu pleures pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens, qu'ils soient tatars, qu'ils soient russes, qu'ils soient je sais pas quoi, qu'ils soient Poutine, la main sur le cœur, qui vient t'expliquer, qui vient sauver ses frères. Ou que ce soit les Américains qui financent une révolte orange, qui te met une blondasse avec des tresses sur la tête, là, chez Timoshenko, je sais pas quoi, mais oh, la comédie, les gars, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle a commencé. Elle n'est pas d'aujourd'hui, la comédie en Ukraine. Le problème, c'est un règlement de compte, et ça, si vous ne le comprenez pas, comment vous allez comprendre la révolution russe? Comment vous allez comprendre Rothschild, enseigne rouge, le blason des Khazars. Comment vous allez comprendre qui a pensé la révolution russe, qui l'a financée? Comment? Je crois pas qu'on n'a pas un petit document là sur la révolution russe qui traîne là. Je ne me rappelle plus on doit avoir de côté un truc qui traîne financé
par les Russes, enfin, financé par les Rothschild, pas par les Rothschild, la révolution russe est financée par les Américains, si j'ai bonne mémoire. Mais là, le barman il a amené un autre sujet, je crois. Mais oui, il y a tout ça dans la bibliothèque. Mais là, je vais découvrir en même temps que tout le monde ceci. Ah, Решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они, слава богу, рухнули. Ah, alors là, c'est marrant. J'avais oublié c'est ces documents-là que je pensais. Et quand même, 80-85% du casting, juif. Ah oui, juif, selon Ploncard d'Assac. Juif selon Ploncard d'Assac. Mais, curieusement, tous askénazes. Tous askénazes, monsieur Ploncard d'Assac. Alors, j'ai beaucoup d'amis séfarades, beaucoup. Je ne connais pas d'askénazes parce que, je sais pas, ils sont, je sais pas, inaccessibles ailleurs, dans des hautes sphères. Je sais pas. Moi, j'ai écrit le Bankster Stone, j'en ai rencontré pas mal, mais sous ma plume, pas ailleurs. Bon. Par contre, des séfarades, j'ai plein d'amis séfarades. Pourquoi tu veux que je sois antisémite, Ploncard? Pourquoi? Pourquoi? Tiens, je vais saluer un ami là. Richard Pinas, plus jeune agrégé de philosophie de France. Bisous, Richard. Hein? Je te remercie de m'avoir envoyé un petit smiley il n'y a pas longtemps. Non, on n'est pas antisémite. Qu'est antisémite? Mais où vous avez vu qu'il y avait une haine entre eux? Mais pauvre Ploncard, tu sais d'où elle vient, ma famille? Elle vient d'Afrique du Nord. Ah, et oui, on a fait un moment là-bas. Et tu sais quoi? Ma grand-mère, quand elle était petite, elle parlait mieux l'arabe que le français. Et mon grand-père, il écrivait couramment l'arabe. Et tu sais quoi? Ils allaient faire la Java en Afrique du Nord. Avant la grande affaire de la décolonisation. Voilà, c'est un beau gag. Et où ils ne se foutaient pas sur la gueule. Hein. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les influenceurs, il n'y avait pas tout ce monde qui excite tout le monde. On vivait en paix. On vivait en paix. Demandez Enrico Macias, demandez-lui qu'elles sont jolies les filles de mon, hein? Demandez à Patrick Bruel quand il vous chante quoi? Il vous chante un pays où on chantait tous ensemble, hein? Mais depuis que vous avez décidé de faire la Première Guerre mondiale, qui en même temps vous avez décidé de faire la Deuxième Guerre mondiale, et que vous avez décidé au nom du nouvel ordre mondial de transformer le monde en SARL, vous vous étonnez qu'il y ait quelques petits points d'achoppement sur le partage du gâteau, parce que Xi Jinping ou Poutine, mais c'est des mondialistes comme vous. Mais le problème, c'est une bataille de mafia. C'est de la mafia. Il faut avoir vécu. Dieu merci de m'avoir fait vivre dans un pays où il y avait des parrains, où il y avait des mafias. Oui. Eh bien, vous savez, j'ai grandi au milieu. Mais ils sont comme vous. Et c'est la même organisation. Au moment de se partager
et qui, moi, je veux les machines à sous, et qui, moi, je veux les boîtes de nuit, et qui, moi, je veux les putes, et qui, moi, je veux la drogue, et vous faites pareil. Moi, je veux les autoroutes, moi, je veux la poste, moi, je veux les aéroports, moi, je veux l'uranium en Afrique. Tant pis si je coûte une fortune à la France avec Carrera. Merci, Madame Lauvergeon, et rappelez-vous que elle vous salue bien, comme Lagarde, que Macron veut faire une première ministre, mais c'est des mafias, les gars. Il y a la mafia Poutine, il y a la mafia Xi Jinping, il y a la mafia Biden, et il y en a bien d'autres, parce que les mafias, c'est organisé comme un oignon, des petits, des gros, enfin bref. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette guerre d'Ukraine, et certains qui vont endormir les gens, voilà, vous l'avez vécu, il y a eu le Corona Circus, bon, il y a eu les camionneurs, mais avant, vous aviez eu le 11 septembre, enfin, les cracks, etc. Il convient quand même de parler de la situation en Ukraine, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur. Et quand même, comme disait mon père, c'est pas quand t'as chié dans ton froc que tu vas serrer les fesses quand même, mon fils. La peur du danger n'évite pas le danger. Il faut simplement pas se mettre là où ça fume. Je crois. Mais là, Saint-Jean, vas-y, Pierre. Ben, Saint-Jean, c'est vrai. En tout cas, là, on va parler des Cristeros pour terminer, là, mais il y avait le passage sur Saint-Jean que tu allais dire. Ben, pratiquement, mais là, on va mettre une petite photo, mais je t'ai coupé au mauvais moment. Je sais que tu allais dire sur Saint-Jean, mais. Parce que moi, je ne suis pas un multitâche. Hein. J'essaie de gérer. Je ne suis pas un multitâche. Il y a combien de temps qu'on cause là? 52 minutes. Là. Fait que on pourrait terminer ça avec la charmante histoire des Cristeros. Puis eux, je pense qu'on peut dire qu'ils avaient l'esprit catholique. On peut quand même dire aux gens qui ont peur. Vous avez raison d'avoir peur. Parce que peut-être faudra que je mette à disposition aussi les lettres que j'ai écrites. Je vous avais prévenu qu'à la fin du Corona Circus, vous aurez l'inflation. Mais là, avec la guerre d'Ukraine, est-ce que vous avez une idée économiquement de ce qui vous attend? L'Allemagne, qui est le poumon de l'Europe, enfin, qui est le porte-clés de l'Europe, hein, parce que beaucoup de gens qui font ça. L'Allemagne, si elle accepte ne serait-ce que les restrictions exigées à la Russie, l'Allemagne est morte debout. Économiquement, ils sont morts. Si on coupe le SWIFT à la Russie, ce qui serait presque un acte de guerre, et ce qui n'a pas l'air de faire peur à Poutine, ce qui devrait un petit peu nous inquiéter. Je crois, Anthony, que tu as en réserve, quelque part, une vidéo où Poutine dit ce qu'il peut nous faire. Avec, en nous disant, il y a la version gentille, mais là, c'est la version méchante. Il y a la version méchante où Poutine nous explique que il y a quand même des armes contre nous dont on devrait avoir peur. Ça, c'est la version qu'on voit moins. Je parlais, Pierre, de la version de Poutine où il nous explique tout le mal qu'il peut nous faire. Je crois qu'on a la vidéo de côté. Allons-y. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Что касается военной сферы,
что современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Bon. Ça calme les poutistes, là? Il y a un petit regard spécial, hein? Hein? Il y a un petit regard de chrétien, je trouve. Moi, je sais pas, mais il paraît qu'il y a des poutiniens catholiques. Il y a beaucoup. Moi, je leur dis, vous devrez bien relire l'Apocalypse. Je vous en ai fait 40 épisodes. Et moi, à votre place, j'aurais peur. Alors, oui, comme les gens se demandent un petit peu l'avenir des catholiques qui vont faire une révolte mondiale avec Anonymous ou tout ce qu'on veut. Donc, je rappelle que il existait un mouvement, puisque tous, vous mettez le Sacré-Cœur sur le drapeau bleu, blanc, rouge, et qui en même temps me demandait de suivre Bergoglio, là. Vous savez, le Vatican faisandé, c'est pas d'hier. Hein. Les Christéros, je vous conseille d'aller voir le film. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez aucune excuse. Aucune. Les Christéros, comme les Vendéens, sur le terrain, ils n'ont jamais perdu. Par contre, le coup de poignard, vous savez de qui ils l'ont reçu? Eh bien, je vais vous citer Jesús Delgados, général en chef des Christéros, qui a été obligé de dire à ses hommes, en pleurant, je cite, « Sa sainteté le pape, par le biais de l'excellentissime nonce apostolique, a décidé que pour des raisons qui nous sont inconnues, mais que, comme catholiques, nous acceptons, que le culte reprenne sans que la loi ne soit changée. Cet arrangement nous a arraché ce qu'il y a eu de plus noble, de plus saint sur notre drapeau. Au moment où l'Église a déclaré se résigner à ce qu'elle a obtenu. En conséquence, la garde nationale assume la responsabilité du conflit. En tant qu'hommes, nous avons une satisfaction que personne ne peut nous arracher. La garde nationale ne disparaît pas vaincue par ses ennemis, mais abandonnée par ceux-là même qui allaient recevoir les premiers les fruits de nos sacrifices et abnégations. Ave Christ, ceux qui pour toi vont à l'humiliation, à l'exil, et peut-être à une mort non glorieuse, avec notre amour le plus fervent te salue, et une fois de plus t'acclame comme roi de notre patrie. 6000 Christéros qui avaient déposé les armes sur ordre du pape furent aussitôt assassinés. Et vous voulez discuter avec le diable? Vous voulez discuter avec le diable, mes chers amis catholiques? Eh bien, vous avez la mémoire bien courte. Je vous le dis. Parce qu'en fait, le diable, même plus vous le sentez, même plus vous le voyez. Alors, excusez-nous de vous faire la charité, de vous rappeler le nom de ceux qui les servent. Ave César. Voilà. Je crois, tu as quelque chose à rajouter, Pierre, peut-être? Non, il n'y a absolument rien à rajouter. Je pense que c'est bien dit. C'est sûr que c'est pas... c'est sûr que la vérité est à choc, là, puis c'est comme ça. Que voulez-vous? Il n'y a pas de... On ne peut pas vendre du rêve et de l'espoir comme ceux qui amassent des dons puis
Puis là, ils sont rendus là-dessus. Ils klaxonnaient la semaine passée. Là, ils sont rendus des spécialistes de l'Ukraine. Puis après, ça va être autre chose. Ça, c'est pas ça dans le bistrot. On parle pas de ça. Là. Ben, non, non. Moi, je dis que si par hasard, et l'histoire ne me dit pas le contraire, on se retrouve dans un règlement de famille, d'histoire de famille, comme on connaît celle de Joseph et de ses frères, c'est des histoires de famille. Moi, je dis une chose, ce qui se passe dans les histoires de famille, je ne m'en occupe pas. Je n'ai pas d'avis, mais je pense que ça va très mal se terminer. Sauf que nous, on ne sait pas la date. Non. Peut-être qu'on va avoir un moment d'accalmie. Peut-être. Mais la Babylone que vous espérez retrouver, qu'elle soit à Saint-Nicolas du Chardonnay ou à Cincinnati ou je ne sais pas trop où, dans un émirat arabe, pendant la Coupe du Monde, dans des salles climatisées, moi je vous dis, commencez, si vous l'aimez, à la pleurer. Mais préparez vos bagages, les gars, parce que nous, on va vous offrir un petit entraînement, les survivalistes à la sauce, comment ils appellent, là, les survivalistes, ils font partie de l'équipe des dissidents ou je sais pas quoi. San Giorgio, compagnie. Là. L'équipe, là. Vous devriez vous entraîner déjà à jeûner un peu plus de 3 jours. Exactement. Parlons Voilà. de carême. Parlons de carême, nous, les chrétiens, et on va vous expliquer pourquoi c'était peut-être pas si idiot d'avoir l'habitude de jeûner. Parce que, bon, le sac de voyage, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le prendre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans pas longtemps. On dit au revoir, celui-là? Pas longtemps. Ça a coupé parce que ça, pas longtemps étant un laps de temps. Est-ce qu'on donne une date, genre d'ici 100 ans? Je pense qu'on est sûr, là. Non? 100 ans? Oui, je fais mon stratégique. Là. Fait que là, on peut dire qu'on s'est trompé d'ici 100 ans. Comme ça, il y en a qui vont pouvoir continuer à profiter de Babylone le plus longtemps possible. Je leur rappellerai un vieux proverbe français. À mon avis, regardez Notre-Dame de Paris. Ça ne va pas durer 107 ans, les gars. Non. Je pense que ça va être comme ça. Parce que comme ça, ils devraient se rappeler, quand ils ont voulu brûler Notre-Dame de Paris, pourquoi en France on dit ça ne va pas durer 107 ans? Ah, mais c'est un mégot de cigarette, là, Denis. Justement, tu l'allumes, puis c'est ça qui a provoqué l'incendie. Je voulais juste mentionner ça. Là. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, un petit peu d'humour, ça fait du bien dans l'apocalypse. Bah oui, de toute façon, comme disait ma grand-mère, quand il y avait des emmerdes, il disait toujours, ils me feront pas un deuxième trou au cul. Hein. Alors, vous savez, de toute façon, si on n'a rien à perdre, on est déjà mieux placé, quoi. Voilà. Ouais. Et voilà. Alors après, préparez-vous, mais vous allez pouvoir prendre le thermomètre de l'affectif que vous avez pour Babylone, parce que apprêtez-vous, si vous n'en êtes pas sorti, quoi, hein, parce que Saint Jean il a dit d'en sortir, sort de Babylone, mon peuple. Préparez-vous quand même à des scénarios quand même. Reprenez un peu l'histoire, quoi. L'histoire se répète, quoi, et surtout en ce moment. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Américains ont l'aigle sur les étendards. Et le dernier empire, celui qui a précédé celui-là, il avait aussi un aigle sur ses étendards. Ils appelaient un aigle. Et vous savez comment il a réussi à dominer le monde? Avec 3 guerres puniques. 3 guerres puniques. 3 guerres mondiales.
l'histoire se répète. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.